Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous revenons sur une émission aujourd'hui sur le dollar, Oui. le roi dollar. On est parti de Bretton Woods en 45-46, au moment où le dollar devient la monnaie, les Américains imposent le dollar comme monnaie de référence au niveau mondial, mais adossé au départ, pas pour très longtemps, sur une base. En l'occurrence, il y avait les talons or et d'autres éléments. Et puis ensuite, très rapidement, les Américains vont dire « mais c'est pas la peine, le dollar en lui-même, ça suffit ». Et donc, on abandonne toute référence, ce qui leur permet de jouer sur la valeur du dollar, de le faire monter ou descendre à volonté en fonction de leurs objectifs, de la situation de l'économie, de leur budget pour couvrir les pertes et ainsi de suite. Progressivement, depuis quelques années, on voit le dollar battu en brèche, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui disent dorénavant, on n'utilisera plus le dollar comme monnaie de référence. Alors on l'a vu avec les Russes, avec la guerre en Ukraine, et qui ont dit maintenant c'est le rouble. On l'a vu avec les Saoudiens, qui ont dit mais pourquoi pas travailler avec les Chinois en renminbi, donc en monnaie chinoise. On a vu les Indiens qui ont dit mais on peut payer parfaitement en rouble. Bref, de tous les côtés, on a vu des pays qui ont dit mais on n'a plus besoin, on ne peut éviter de payer le dollar. Le problème, c'est que tout ça va impacter le dollar qui ne devient plus la monnaie mondiale à 100%, mais qui va réduire progressivement son utilisation, avec plusieurs conséquences. C'est la première d'abord, c'est que pour les Américains, si le dollar n'est plus la monnaie référence, ils vont se prendre en pleine figure leur déficit, qui est abyssal. Donc ça pose un problème économique terrible aux Américains. D'un autre côté, quand vous n'êtes plus la monnaie de référence mondiale, vous ne pouvez plus placer vos bons du Trésor comme avant. Et on constate d'ailleurs que les Chinois ont été jusqu'à 35% à peu près des bons du Trésor américain, et ils en vendent tous les ans, ils viennent encore d'en vendre une partie. Progressivement, le dollar va diminuer son importance, et ça aura des conséquences terribles au niveau mondial, en particulier au niveau bancaire, où je rappelle que d'ores et déjà, 4 des 5 plus grandes banques mondiales ne sont pas américaines, mais chinoises. La seule banque américaine dans les 5 premières, c'est la JP Morgan. Il faut le savoir. Donc, si vous voulez, le processus est en cours. Il est irréversible. Ça prendra 20 ans. Mais il est important d'en tenir compte dans toutes les décisions qu'on peut prendre aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous laisse redécouvrir cette émission où, effectivement, vous allez voir l'histoire du dollar. Tout de suite après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire de la géopolitique mondiale. Comment le dollar a pu devenir la monnaie de référence au niveau international Avant, on peut démarrer là-dessus. C'est en 2010, après la guerre, au moment où les Alliés qui avaient gagné la guerre, qui dominaient le monde, ont dit maintenant, on va se répartir les dépouilles. Oui, et plus particulièrement les Américains. Oui. En position de force après la Seconde Guerre mondiale, les Américains imposent leur monnaie, le dollar, comme la monnaie de référence sur les marchés internationaux. Donc c'est la fameuse conférence de Bretton Woods en 1944. À l'époque, l'Europe est plutôt représentée par Keynes, qui lui défend un système monétaire avec une monnaie réellement mondiale. Et ils imposent un système qui met le dollar au centre, étalonné sur l'or, avec donc un équivalent entre le dollar et l'or. Le dollar est directement convertible en or et toutes les autres monnaies du monde sont convertibles en dollars. Et les Américains, avec leur relation commerciale avec l'Europe, surtout à travers le plan Marshall, vont diffuser le dollar et imposer le dollar dans le système économique international. On comprend bien déjà qu'à ce moment-là, pour les États-Unis, il y a une volonté de puissance et d'influence, mais le dollar à ce moment-là est considéré comme un actif universel apolitique, si on peut dire. Il a un véritable statut international reconnu par tous les pays, et le fait qu'on soit à ce moment-là dans un système de parité fixe et avec un étalon or rend les choses assez rationnelles et objectives. Alors, le dollar démarre, bon, très bien, et puis comme vous le disiez, il y a un équilibre, c'est garanti sur l'or, bon, et puis patatrac, pas pour les Américains,
il se passe quelque chose en 71, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est le président Nixon, président des États-Unis à l'époque, qui décide de cesser cette parité avec l'or. Et à ce moment-là, on rentre dans un système où les monnaies sont fluctuantes. À cette époque-là, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a donc une parité entre le dollar et l'or. Et donc, les États-Unis, s'ils veulent créer de la dette, doivent avoir une contrepartie, un équivalent en or dans leurs réserves. Et ils arrivent un peu au bout de ce système parce qu'ils souhaitent créer plus de dettes. Et ils ont des capacités, des réserves d'or qui sont limitées. La solution est très simple, à ce moment-là, on n'a qu'à arrêter la parité avec l'or et puis on pourra créer de la dette sans avoir à se soucier de la contrepartie en or, tout simplement. Mais peut-être que le dollar entre 44 et 71 avait pris suffisamment de poids à l'international, les échanges avec le pétrole et ainsi de suite, qu'il n'y avait peut-être plus besoin de cette parité. Il était tellement puissant et tellement imposé qu'il n'y avait plus besoin de cette parité, peut-être. Mais exactement, c'est le pari qu'ont fait les États-Unis et pari réussi, puisque encore aujourd'hui, la domination du dollar est écrasante sur le système monétaire international, même s'il n'y a plus de parité avec l'or. Et donc, en s'imposant comme ça, comme l'actif universel à l'échelle internationale, les Américains ont réussi à vendre leur dollar, tout simplement, à tout le reste de la planète. Et c'est comme ça qu'ils financent leur dette. Ils peuvent émettre de la dette, il y aura toujours quelqu'un pour l'acheter en face. Donc, en définitive, ils peuvent faire marcher la dette sans compter, et ça ne leur coûte rien. Et ça marche aussi pour le déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que normalement, un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte va voir sa monnaie se dévaluer et ça va le pénaliser pour acheter des biens sur les marchés internationaux. Et toujours par cette loi de l'offre et de la demande, du fait qu'il y a toujours une demande de dollars, sa valeur reste stable et donc ça permet aux États-Unis de financer leur économie à moindre frais par rapport à tous les autres pays de la planète. Vous venez de dire une chose très intéressante pour la suite, parce qu'il faut bien comprendre la suite de cette histoire, c'est que derrière cet impérialisme en définitive du dollar, créé de toutes pièces dans le système tel qu'on vient de le définir, il a permis aux Américains, pour renforcer encore le pouvoir du dollar, on a vu arriver les lois extraterritoriales dont nous avons déjà parlé, et plein d'autres systèmes qui utilisent le dollar pour coincer tout le monde, y compris sur le plan pénal. C'est l'extraterritorialité du droit américain avec la loi notamment FCPA, mais c'est pas la seule. Bien sûr, le fait pour un pays d'utiliser du dollar dans des transactions ou dans son commerce, dans son activité professionnelle, pour une entreprise, le fait tomber sous le coup de la loi américaine. Et que donc, si on veut pouvoir avoir une politique indépendante sur la scène internationale, il vaut mieux être le moins possible dépendant du dollar. Donc déjà, c'était une tendance qui était déjà lancée à ce moment-là, mais 2018 marque une rupture, et puis il y en a une deuxième, suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Les avoirs de la banque centrale russe ont été gelés, et donc là, ça a été, on en remet une couche sur le fait que, même si la Russie est un pays souverain avec une banque centrale qui est censée être souveraine sur sa monnaie et sur les réserves qu'elle détient, les États-Unis ont quand même la capacité de geler ses avoirs parce qu'ils sont dénominés en dollars. Et donc ça a de nouveau accéléré cette volonté de dédollarisation et donc de créer un système monétaire international alternatif pour réduire la domination et la dépendance de ces pays au dollar. Quand on a vu cette évolution, les gens qui se mettaient sous l'initiative russe au départ, mais comme vous l'avez rappelé, quand ils ont commencé à dire on ne peut plus continuer avec le dollar, comme il y a eu un effet d'entraînement au niveau des BRICS, vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé ou simplement tout le monde s'y est mis en disant c'est une belle opportunité? C'est très compliqué parce que la volonté de moins dépendre du dollar de la part des BRICS, elle est réelle, elle est affirmée, mais elle n'est pas suffisante. Donc on l'a dit avec la Russie qui avait des avoirs en dollars, la banque centrale russe, c'est le cas aussi de la Chine qui détient énormément de dettes américaines. Donc en fait c'est dans leur intérêt de beaucoup moins dépendre du dollar, mais ce n'est pas dans leur intérêt que le dollar s'effondre brutalement. Donc en théorie, la Chine aurait, si vous voulez, la capacité de faire s'effondrer le dollar si elle décidait d'un coup de vendre toute sa dette américaine. Trésor, ça met en l'air l'économie américaine. Mais elle serait la première à en pâtir. En fait, c'est ça qui est très compliqué avec la dédollarisation et la réforme de ce système monétaire, c'est que on a l'impression que c'est là, on voit les déclarations politiques, on se dit maintenant
domination des États-Unis est clairement contestée. La Chine est aujourd'hui une puissance, elle aussi incontestable. Elle a les moyens de le faire, donc elle va le faire. Et puis on regarde et on voit que en fait, c'est très lent. Au niveau des BRICS, ce qui est important à noter aussi et qui est une réalité, c'est d'avoir recours de plus en plus aux monnaies nationales pour commercer entre eux. L'autre point important à noter, c'est qu'il y a des discussions depuis très longtemps sur le fait de créer un instrument monétaire à l'échelle des BRICS qui serait en quelque sorte l'équivalent du DTS, du FMI que j'ai cité. Donc un panier des différentes monnaies. Donc on parle du 5R parce que les monnaies des BRICS commandent tous en R, renminbi, roux, rice, les 5R, et roupie. Et donc roupie indienne. Hein. Roupie indienne. Exactement. Donc ça c'est un dossier qui est discuté depuis longtemps, qui n'est pas pour l'instant effectif, mais qui le sera très probablement un jour. Et il y a là aussi des discussions sur le fait d'intégrer des actifs tangibles comme l'or, mais comme aussi certaines matières premières, aussi, pour fixer la valeur de cet instrument monétaire. Donc a priori, ça ne serait pas une monnaie à proprement parler avec une banque centrale, avec des billets et des pièces, mais donc l'équivalent de ce qui s'est fait au FMI, un instrument à la fois pour stocker de la valeur, mais aussi pour échanger des biens, et qui se ferait donc du côté de ce monde-là, donc des BRICS. Donc on voit qu'il s'évertue à créer un système alternatif en fait à celui de Bretton Woods qui s'est imposé, qui a dominé, qui domine encore, et que les Occidentaux en fait refusent de remettre en question et d'adapter à l'image du monde tel qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à ce que le renminbi, que le yuan chinois prennent la place du dollar. Pour ça, il y a une raison qui est essentielle, c'est que le renminbi n'est pas aussi accessible que le dollar américain. L'une des caractéristiques du dollar qui a fait qu'il s'est imposé de manière aussi flagrante, c'est sa liquidité. C'est la capacité pour tout le monde, n'importe qui, État, entreprise ou particulier, d'acquérir du dollar où qu'il soit dans le monde. Il peut le faire depuis une place financière qui n'est pas une place américaine. Et c'est ce qui facilite les échanges internationaux avec le dollar. Les Chinois, eux, n'ont pas du tout le même système. Ils ont une économie et un marché financier qui est beaucoup plus régulé, beaucoup plus contrôlé, et qui fait que des non-résidents en Chine ne peuvent pas acquérir des renminbi de la manière, librement. C'est ça qui rend la situation aussi complexe, c'est de voir à quoi va ressembler le prochain système monétaire, et il va être complexe et multipolaire à l'image du monde tel qu'il est complexe et multipolaire aujourd'hui. Cette création d'un système monétaire alternatif de la part des BRICS, elle est très concrète et elle se fait, j'ai envie de dire, presque institution par institution. Il y a un certain nombre d'institutions créées par les BRICS pour contrebalancer l'influence des institutions que l'on connaît, donc FMI, Banque mondiale, OMC, qui sont plutôt sous influence occidentale. Et donc vous l'avez rappelé, au centre on retrouve avant tout la Chine, mais aussi l'Inde qui est donc la puissance émergente également. Et maintenant qu'on y compte également Émirats arabes unis et Arabie saoudite, on a une puissance, une capacité de financement qui est d'autant plus importante, d'autant plus significative. Et tous ces financements-là ne se font plus à travers du dollar, mais plutôt à travers des renminbi ou de la roupie indienne. Et en fait, dans cette dédollarisation, dans cette perte de puissance des États-Unis et dans la perte d'influence du dollar sur le système économique et financier international, on peut voir très régulièrement ces institutions se mettre en place. Ça fait des années qu'ils y travaillent, maintenant ces institutions, elles fonctionnent, et c'est aussi ce qui permet à la Chine de tenir tête aux États-Unis sur Taïwan. C'est ce qui a probablement motivé les Russes à envahir l'Ukraine, c'est qu'ils savent qu'ils ont maintenant la capacité de moins dépendre du système occidental. On arrive maintenant à un stade où il y a une forme de mise en pratique, si je peux dire, de ce système alternatif qu'ils s'imposent à eux-mêmes, qu'ils mettent en pratique et qu'ils mettent en exercice pour eux-mêmes d'abord, et qui vont essayer ensuite de présenter au reste du monde et de rendre effectif pour le reste du monde. On va continuer à anticiper toute cette réforme du système monétaire international. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci à vous de m'avoir reçu.